Quand quelqu'un vous ment, observez son corps se figer. Ce n'est pas une simple figure de style, c'est une réaction neurophysiologique qui se produit en millisecondes, avant même que la personne n'en soit consciente. Et si vous savez la reconnaître, vous venez d'acquérir le pouvoir qui sépare ceux qui se font duper de ceux qui voient au-delà de tous les masques. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas de la psychologie de café parisien. C'est le système que les professionnels des services de renseignement, les négociateurs et les stratèges du pouvoir utilisent pour démasquer la tromperie instantanément. Ce que la plupart ne voient jamais, ce que vous ne verrez plus jamais de la même façon. La majorité des gens cherchent les mensonges dans les yeux. Erreur fondamentale. Les yeux mentent avec facilité parce qu'ils sont sous contrôle conscient. Mais le corps ne peut pas mentir quand le cerveau est en surcharge. Et c'est là qu'intervient la réponse de sidération, le signal qui trahit tout menteur, peu importe son habileté. Machiavel le savait, les experts du langage corporel le savent. Et maintenant, vous le saurez aussi. Parlons de la neurobiologie de la tromperie. Quand une personne ment, son cerveau passe en mode urgence. Il doit faire 3 choses simultanément. Se souvenir de la vérité, construire une version alternative crédible et surveiller votre réaction pour savoir si vous tombez dans le piège. C'est ce que les psychologues appellent la théorie de la charge cognitive. Le cerveau humain ne peut gérer qu'une quantité limitée d'informations en même temps. Quand cette capacité est dépassée, le système nerveux central prend une décision drastique. Éteindre tout ce qui n'est pas essentiel à la survie immédiate. Et le mouvement spontané du corps est la première chose à être sacrifiée. Voilà pourquoi vous voyez la sidération. Ce n'est pas un choix. C'est une conséquence automatique de la surcharge neuronale. Le menteur utilise toute son énergie mentale pour maintenir la fiction. Et le corps simplement s'arrête. Il devient rigide. Les micro-expressions disparaissent. Les gestes naturels s'interrompent. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans une vidéo, mais seulement pour une fraction de seconde. Et cette fraction est tout ce dont vous avez besoin. Les spécialistes de l'interrogatoire reconnaissent cet instant immédiatement. Ils savent que quand vous posez une question directe et que le corps de l'autre personne se raidit, vous venez de toucher un point sensible. Ce n'est pas de la nervosité générique, ce n'est pas du malaise social. C'est le système nerveux qui passe en mode combat-fuite-sidération, la réponse évolutive que les êtres humains ont développée il y a des millions d'années pour faire face aux menaces. Dans ce cas, la menace est d'être découvert. Et le corps réagit exactement comme il réagirait face à un prédateur, en se figeant dans l'espoir de ne pas être vu. Il y a 3 marqueurs physiologiques que vous devez apprendre à reconnaître. 3 signaux que le corps émet quand l'esprit est en train de fabriquer un mensonge. Le premier est la rigidité soudaine. Imaginez que vous parlez avec quelqu'un qui bouge normalement, gesticule, change de position, puis vous posez une question précise sur quelque chose de compromettant. Et soudain, pendant un instant, le corps se bloque. Les épaules se raidissent, les mains s'arrêtent en plein air. C'est comme si vous aviez interrompu un flux naturel. Cette interruption est le signal numéro 1. Le deuxième marqueur est la respiration superficielle. Quand une personne dit la vérité, la respiration est régulière, profonde, inconsciente. Mais quand elle ment, le diaphragme se contracte. La respiration devient courte, rapide, presque imperceptible. Regardez le thorax, observez s'il se soulève et s'abaisse naturellement ou s'il semble bloqué, comprimé. Un menteur ne respire pas comme une personne honnête parce que son système nerveux autonome est en alerte maximale. Il ne peut pas le contrôler, il ne peut pas le cacher. C'est là, visible, si vous savez où regarder. Le troisième marqueur, ce sont les micro-pauses avant la réponse. Ici, le timing est tout. Quand vous demandez à quelqu'un quelque chose qu'il sait être vrai, la réponse arrive immédiatement. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de construction, il y a seulement une récupération directe de la mémoire. Mais quand la question nécessite une fabrication, il y a toujours un délai. Il peut durer une demi-seconde, il peut durer une seconde entière, mais il est toujours là, et ce délai n'est pas de la réflexion,
C'est le cerveau qui est en train d'assembler le mensonge, de vérifier la cohérence, d'essayer de prévoir vos prochaines questions. C'est le temps nécessaire au processus cognitif pour créer quelque chose qui n'existe pas. Voilà pourquoi les réponses honnêtes coulent naturellement, tandis que les réponses trompeuses créent une tension physique. La vérité ne demande pas d'effort cognitif. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de ce que vous avez inventé. Vous n'avez pas besoin de maintenir la cohérence entre plusieurs versions. Vous n'avez pas besoin de surveiller constamment si l'autre personne vous croit. Vous parlez simplement. Le corps reste détendu parce que le cerveau n'est pas sous stress, mais le mensonge demande du travail, un travail mental intense. Et ce travail se manifeste à travers la tension musculaire, l'altération de la respiration et des pauses imperceptibles qui trahissent la tromperie. La base évolutive de ce mécanisme est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Quand nos ancêtres faisaient face à une confrontation sociale dangereuse, mentir pouvait signifier l'expulsion du groupe, la perte de statut, voire la mort. Le système nerveux a développé des réponses automatiques pour gérer cette menace. Combat, combattez, fuite, fuyez, sidération, figez-vous. Dans la conversation moderne, la sidération est la réponse par défaut, parce que vous ne pouvez pas physiquement fuir une question directe et vous ne pouvez pas attaquer sans révéler votre culpabilité. Alors le corps fait la seule chose qu'il peut faire, s'arrêter, en espérant que l'immobilité vous rende invisible. Mais pour ceux qui savent la reconnaître, cette immobilité est l'aveu le plus clair qui existe. Maintenant que tu comprends le mécanisme neurophysiologique, il est temps de le transformer en système pratique. Les 3 règles pour détecter le figement. Règle numéro 1. Observe la rigidité corporelle soudaine lorsque la question frappe. Ne regarde pas seulement le visage, regarde les épaules, regarde les mains, regarde la posture générale. Une personne détendue qui devient soudainement rigide après une question spécifique te dit quelque chose, sans mots. Cette rigidité, c'est le corps qui entre en mode défensif. C'est le système nerveux qui dit « Attention, danger, je dois protéger ce mensonge ». Exemple pratique. Vous discutez avec un collègue d'un dossier important. La conversation se déroule naturellement. Puis vous demandez « As-tu envoyé ce rapport que tu devais me transmettre avant hier ?» Si la réponse est honnête, le corps reste dans le même état. Continue à gesticuler naturellement. Continue à bouger. Mais s'il y a tromperie, vous verrez le changement. Les épaules se raidissent, les mains s'immobilisent, la posture devient défensive. Ça peut ne durer qu'1 seconde, mais cette seconde est votre confirmation. Application immédiate. La prochaine fois que vous posez une question importante, ne vous concentrez pas sur la réponse verbale. Concentrez-vous sur le corps avant la réponse. C'est ça, le moment décisif. Règle numéro 2. Surveille les schémas respiratoires. La respiration superficielle indique le stress. Cela demande de l'attention parce que la respiration est subtile, mais elle est aussi impossible à falsifier consciemment pendant des périodes prolongées. Quand quelqu'un ment, le diaphragme se contracte involontairement. Le corps entre en mode anxiété. Et l'anxiété altère toujours la respiration. Regarde le thorax. S'il monte et descend avec des mouvements amples et réguliers, tu es face à un calme intérieur. Si tu vois des mouvements petits, rapides, ou même une rétention de la respiration, tu es face à une tension intérieure. Exemple pratique. Vous négociez un prix chez un commerçant parisien. Vous demandez « C'est vraiment le meilleur prix que vous pouvez me proposer ?» Observez son thorax. Si la respiration reste profonde et constante, il vous dit probablement la vérité, ou il est tellement sûr de sa position qu'il n'y a pas de conflit interne. Mais si vous voyez la respiration devenir superficielle, si vous remarquez une pause dans la respiration, si vous percevez une tension dans le diaphragme, vous savez qu'il y a une marge de négociation. Son corps vous dit qu'il retient des informations. Application immédiate. Dans toute conversation capitale, consacrez une partie de votre attention au schéma respiratoire de l'autre personne. C'est une fenêtre directe sur son état émotionnel réel. Règle numéro 3.
Observe les micro-pauses avant la réponse, le délai dans le traitement de la vérité. C'est peut-être le signal le plus puissant parce qu'il est presque impossible à masquer. Le cerveau a besoin de temps pour construire un mensonge. Point final. Il ne peut pas le faire instantanément. Donc, quand tu poses une question directe et que tu vois ne serait-ce qu'une demi-seconde d'hésitation, tu sais qu'il y a un traitement en cours. Et le traitement signifie construction, et la construction signifie tromperie. Exemple pratique. Vous demandez à quelqu'un « Où étiez-vous hier soir vers 21h ?» Si la réponse est « J'étais à la maison en regardant la télévision » et qu'elle arrive instantanément, sans pause, sans hésitation, c'est très probablement vrai. La récupération du souvenir est immédiate. Mais s'il y a une pause, même très brève, avant la réponse, si vous voyez les yeux bouger comme s'ils cherchaient quelque chose, si vous percevez un moment d'hésitation, vous êtes face à une fabrication. Ça ne signifie pas nécessairement que la personne ment sur quelque chose de grave, mais ça signifie qu'elle n'est pas simplement en train de se souvenir, elle construit une histoire. Application immédiate. Mesurez mentalement le temps entre votre question et la réponse. Les réponses vraies sont rapides. Les réponses fausses demandent du temps. Maintenant, tu possèdes le système de reconnaissance. Tu sais quoi chercher. Tu sais pourquoi ça fonctionne. Tu sais comment l'appliquer immédiatement. Mais reconnaître le figement n'est que la moitié de la bataille. Voir que quelqu'un te ment, c'est du pouvoir. Mais le vrai pouvoir réside dans ce que tu fais après. Comment tu exploites cette information? Comment tu transformes l'observation en avantage stratégique? Parce qu'une fois que tu as repéré le figement, tu as deux options. Tu peux laisser la personne continuer à mentir en pensant qu'elle s'en est sortie et utiliser cette fausse confiance contre elle. Ou tu peux frapper immédiatement avec des questions stratégiques qui forcent la vérité ou exposent une tromperie encore plus profonde. Ce que tu fais après avoir repéré le figement détermine si tu gagnes le contrôle ou si tu le perds. C'est la différence entre savoir qu'on te ment et obtenir la vérité, entre reconnaître la tromperie et dominer la conversation. Les questions stratégiques qui coincent même le menteur le plus habile, la technique d'escalade qui transforme l'embarras en confession, la méthode pour faire s'effondrer des défenses qui semblaient impénétrables. C'est ce qui sépare celui qui observe simplement de celui qui contrôle complètement la dynamique. Maintenant que tu peux identifier le figement, laisse-moi te montrer comment le transformer en arme, comment utiliser ce seul moment de rigidité pour démanteler toute défense, comment passer de l'observation passive à la domination active de la conversation, parce que voir le mensonge n'est que le début. Extraire la vérité, c'est là que commence le vrai pouvoir. Maintenant, tu reconnais le freeze, la rigidité qui traverse le corps, la respiration qui devient superficielle, les micro-pauses dans le discours qui trahissent le conflit interne. Tu vois ce que les autres ignorent complètement. Mais voici la vérité que personne ne te dit, reconnaître la tromperie sans stratégie. C'est comme avoir une arme vide. Savoir que quelqu'un te ment ne te donne aucun pouvoir si tu ne sais pas comment répondre. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils voient le freeze, sentent l'instinct que quelque chose ne va pas, mais ensuite ne font rien. Ils laissent le moment passer. Ils permettent au menteur de se ressaisir, de recomposer le masque, de continuer avec le mensonge. C'est un gaspillage d'informations tactiques. Je vais vous montrer le système exact de questions que les professionnels du renseignement utilisent pour forcer la vérité ou obtenir une exposition encore plus profonde. Nous ne parlons plus seulement de détection, nous parlons de contrôle stratégique de la conversation, de domination psychologique, de transformer le freeze de l'autre en votre levier de pouvoir. Règle numéro 4, la confrontation directe. Quand vous détectez le freeze, ne l'ignorez pas, ne faites pas semblant de rien. C'est l'erreur que commettent les gens bien élevés, ceux qui ne veulent pas créer de conflit. Mais vous n'êtes pas là pour être poli, vous êtes là pour obtenir la vérité. Au moment exact où vous voyez la rigidité, les micro-expressions de peur, la respiration qui change, vous intervenez immédiatement avec une phrase précise.
J'ai remarqué que tu as hésité. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Cette phrase fait trois choses simultanément. Premièrement, elle démontre que vous prêtez attention à un niveau que l'autre personne n'attendait pas. Cela crée une insécurité psychologique. Deuxièmement, elle nomme explicitement le comportement que vous avez observé, ce qui rend impossible de le nier sans paraître encore plus suspect. Troisièmement, elle crée une ouverture directe pour la vérité, en la présentant comme quelque chose que vous savez déjà exister. La personne honnête répondra avec clarté, peut-être en expliquant un moment de réflexion véritable. La personne malhonnête passera en mode défensif, souvent avec une surexplication. Non, non, absolument pas. Je réfléchissais juste à comment mieux le dire. Trop de détails, trop d'énergie dans la négation. Un autre signal. Imaginez cette scène. Vous demandez à un collègue s'il a terminé le dossier qu'il devait vous remettre. Vous voyez le figement. Les yeux bougent latéralement pendant une fraction de seconde. Le corps se raidit légèrement. Au lieu d'accepter son « oui, c'est presque fait », vous dites calmement « j'ai remarqué que vous avez hésité. Y a-t-il quelque chose que vous ne me dites pas concernant ce dossier ?» Soudainement, le pouvoir dans la conversation bascule complètement. Il sait que vous savez. Et maintenant, il doit décider s'il continue à mentir sous un examen direct ou s'il admet la vérité. Dans les deux cas, vous avez le contrôle. Règle numéro 5, la question à double contrainte. C'est une technique avancée utilisée dans les interrogatoires professionnels. Elle fonctionne en créant une situation où les deux réponses possibles exposent quelque chose d'inconfortable pour le menteur. Vous ne demandez pas s'ils ont fait quelque chose, vous demandez laquelle des deux vérités inconfortables ils veulent admettre. Voici comment ça fonctionne. Supposons que vous soupçonniez quelqu'un d'avoir parlé de vous en votre absence. Au lieu de demander « As-tu parlé de moi ?», ce qui invite à un simple « non », vous demandez « Quand tu en as parlé avec tes collègues, c'était pendant la pause café ou à la réunion ?» Vous voyez le génie de cette question. Vous ne demandez pas s'il a parlé de vous, elle présuppose qu'il l'a fait. La question ne porte que sur les détails du contexte. S'il dit « à la pause café », il confirme la conversation. S'il dit « à la réunion », il confirme la conversation dans un contexte plus formel. S'il essaie de nier complètement, il doit rejeter le cadre de la question, ce qui crée encore plus d'hésitation et de figement. Cette technique force le cerveau de l'autre à choisir entre deux chemins, et tous deux conçus par vous. C'est une cage psychologique. Et quand vous la combinez avec l'observation du freeze, elle devient encore plus puissante. Parce que si la personne hésite avant de répondre, vous savez maintenant non seulement qu'elle a menti, mais aussi qu'elle est consciente d'être piégée. Un autre exemple concret. Vous soupçonnez que votre partenaire a eu un rendez-vous, sans vous le dire. Au lieu de « As-tu vu quelqu'un hier soir ?», vous demandez « Quand tu as dîné hier, tu as mangé au restaurant habituel ou ailleurs ?» Cela présuppose la sortie. La question ne porte que sur les détails, et vous observez, si vous voyez le figement avant la réponse, vous avez votre confirmation avant même qu'il n'ouvre la bouche. Règle numéro 6, l'arme du silence. C'est peut-être la plus difficile à maîtriser car elle va à l'encontre de tous les instincts sociaux humains. Quand vous détectez le freeze, quand vous voyez la personne se bloquer face à votre question directe ou à votre double contrainte, vous ne faites rien. Vous ne comblez pas le silence. Vous n'offrez pas d'échappatoire. Vous ne dites pas « d'accord, peu importe ». Vous attendez simplement. Le silence crée un malaise psychologique insoutenable. Les êtres humains sont programmés pour combler les vides dans les conversations. Le silence après une question inconfortable amplifie la pression interne de façon exponentielle. Chaque seconde de silence semble une éternité pour celui qui ment. Leur cerveau commence à s'emballer. Sait-il quelque chose? Combien sait-il? Devrais-je dire la vérité? Puis-je inventer autre chose? Pourquoi ne dit-il rien? Et presque toujours, dans ce silence, la personne s'effondrera. Elle commencera à parler pour combler le vide. Et ce qui sort dans ce moment de pression psychologique est presque toujours plus proche de la vérité que tout ce qu'ils auraient dit si vous aviez continué à parler. Les interrogatoires professionnels utilisent cette technique constamment. Ils posent une question directe, ils voient le freeze,
Et puis il regarde simplement en silence. 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Le suspect commence à sentir chaque battement de son propre cœur. Et puis il commence à parler, admettant souvent des choses que vous n'aviez même pas demandées. Dans la vie quotidienne, cela demande de la pratique. Cela demande de résister à l'impulsion sociale, d'alléger la tension. Mais quand tu le maîtrises, cela devient un outil de pouvoir incroyable. Imagine poser à ton adolescent une question directe sur l'endroit où il était. Tu vois le freeze. Au lieu de reformuler la question ou de lui offrir une excuse, tu le regardes simplement en silence. Le malaise grandit et grandit. Et puis, il remplit ce silence avec bien plus que ce que tu aurais obtenu en continuant à l'interroger. Ces 3 règles, la confrontation directe, la question à double contrainte et l'arme du silence, forment ton arsenal stratégique de base. Mais maintenant, nous arrivons au coup final, l'échec et maths psychologique. La technique qui transforme la détection de la tromperie en domination conversationnelle totale. Règle numéro 7, l'échec est maths psychologique. C'est le point culminant de tout ce que tu as appris jusqu'à présent. C'est le moment où tu démontres à la personne que sa tromperie a déjà été détectée, mais tu lui offres la possibilité de se corriger elle-même. Pas comme une faveur pour elle, comme une démonstration de pouvoir de ta part. Voici comment cela fonctionne. Tu as détecté le freeze, tu as fait la confrontation directe. Peut-être as-tu utilisé la double contrainte. Tu as appliqué le silence. Et tu vois qu'elle essaie encore de maintenir le mensonge. C'est là que tu prononces la phrase la plus puissante dans toute conversation où il y a tromperie. Ton freeze m'a déjà donné la réponse. Maintenant, je te donne la possibilité de la corriger toi-même. Cette phrase est dévastatrice pour plusieurs raisons psychologiques profondes. Premièrement, elle communique explicitement que son langage corporel non verbal l'a déjà trahi. Tu ne devines pas, tu ne suspectes pas, tu affirmes avec certitude que tu sais. Deuxièmement, elle crée un cadre dans lequel dire la vérité maintenant n'est plus un abandon ou une admission de culpabilité, mais une opportunité que tu offres généreusement. Troisièmement, elle implique que s'ils ne saisissent pas cette opportunité, il y aura des conséquences parce que tu possèdes déjà l'information. Du point de vue de la personne qui ment, c'est une position impossible. S'ils continuent à nier, ils défient explicitement ton affirmation d'avoir déjà détecté la vérité, ce qui signifie qu'ils savent que tu sais qu'ils redoublent le mensonge. S'ils admettent, ils confirment que tu avais raison sur le freeze. Dans les 2 cas, tu as le contrôle informationnel total. Mais voici le vrai génie de ce coup. Tu n'as pas besoin de connaître effectivement la vérité complète pour l'utiliser. Tu dois seulement avoir détecté le freeze avec certitude. Parce qu'une fois que tu nommes le freeze comme source de ta connaissance, la personne ne peut plus se cacher derrière les mots. Tu as déplacé le champ de bataille du contenu verbal au comportement non verbal, où ils ont déjà perdu. Scénario concret. Vous négociez un contrat avec un fournisseur. Vous demandez s'il peut réduire son tarif. Vous voyez le figement, le petit moment d'hésitation avant qu'il ne dise « c'est vraiment notre meilleur prix ». Vous savez qu'il cache quelque chose. Au lieu d'accepter ou de négocier normalement, vous dites calmement « votre moment d'hésitation m'a déjà montré qu'il y a une marge. Maintenant, je vous donne la possibilité de me la proposer ». Que se passe-t-il ? Dans la plupart des cas, la personne réalise que vous êtes beaucoup plus observateur et stratégique qu'elle ne l'avait cru. Et souvent, et pas toujours, mais souvent, elle révisera sa position, parce que vous avez démontré opérer à un niveau de perception qui transforme complètement la dynamique du pouvoir. C'est le moment critique. Vous détenez maintenant une supériorité informationnelle qu'ils n'imaginent pas. Vous savez qu'ils savent que vous savez. Et cela crée une hiérarchie psychologique où vous dominez, pas par l'agressivité, pas par la menace, mais par la démonstration d'une conscience supérieure. Les professionnels du renseignement utilisent cette technique exactement de cette manière, pas lors d'interrogatoires agressifs, mais dans des conversations apparemment normales, où ils doivent extraire la vérité sans révéler ce qu'ils savent,
L'échec et maths psychologiques communiquent « Je vois au-delà de ce que vous pensiez, je sais plus que je ne le révèle, et je maîtrise cette conversation à un niveau que vous n'avez pas encore perçu. » Quand vous maîtrisez cette règle, cela transforme radicalement la façon dont les gens interagissent avec vous. Ils commencent à percevoir, même inconsciemment, qu'ils ne peuvent pas vous tromper facilement, que vous observez des détails que d'autres ignorent, que vos questions ont une structure stratégique. Et cette perception en elle-même réduit la probabilité qu'ils tentent de vous mentir à l'avenir. Maintenant, voyons le système complet. Vous détectez le figement à travers les signaux physiologiques. Rigidité, respiration superficielle, micropause. Vous appliquez immédiatement la confrontation directe pour nommer l'hésitation. Si nécessaire, vous utilisez la question à double contrainte pour créer un piège logique. Vous employez l'arme du silence pour amplifier la pression psychologique. Et s'ils résistent encore, vous exécutez l'échec et maths psychologique pour démontrer que leur langage corporel les a déjà trahis. Ce n'est pas seulement de la détection du mensonge, c'est de la stratégie conversationnelle. C'est l'application de principes que Machiavel aurait immédiatement reconnus. La connaissance de la tromperie ne confère le pouvoir que si elle est couplée à une action stratégique. Voir le mensonge sans agir vous rend informé mais impuissant. Voir le mensonge et appliquer une stratégie vous rend dominant. Vous avez commencé cette vidéo en ne voyant que des comportements superficiels. Vous la terminez en comprenant les dynamiques du pouvoir psychologique. Quand quelqu'un se fige devant vous, vous ne vous posez plus simplement « peut-être ment-il ». Vous analysez déjà quelle stratégie appliquer, quelles questions poser, comment maîtriser le prochain échange de la conversation. C'est la différence entre ceux qui se font régulièrement duper et ceux qui ne tombent jamais dans le piège. Ce n'est pas une question de chance ou d'environnement honnête, c'est qu'ils maîtrisent un système. Une méthode éprouvée qui transforme les signaux non-verbaux en avantages stratégiques. Rappelez-vous, le figement révèle ce que les paroles dissimulent, mais maintenant vous maîtrisez les deux. Vous maîtrisez la détection grâce à l'observation du langage corporel et vous maîtrisez la réaction grâce à l'application stratégique de questions destinées à extraire la vérité ou à révéler davantage. Voici ce que je vous demande de faire immédiatement. Lors de votre prochaine conversation où vous sentez une résistance, appliquez ce système. Pas toutes les techniques en même temps si vous commencez, mais au moins la première, détectez le figement et nommez l'hésitation avec une confrontation directe. Observez ce qui se passe quand vous dites simplement « j'ai remarqué votre hésitation ». Ensuite, venez nous raconter dans les commentaires le premier figement que vous avez identifié après cette vidéo. Je veux connaître ce que vous avez observé, le contexte et la réaction de la personne quand vous avez nommé son comportement. Car ce sera la preuve que vous voyez maintenant la réalité à un niveau totalement différent. Si vous souhaitez continuer à maîtriser des tactiques psychologiques avancées qui vous donnent l'avantage dans chaque interaction, abonnez-vous à la chaîne. Chaque vidéo est conçue pour vous offrir des outils concrets que la plupart des gens n'apprendront jamais. Pas de théorie abstraite, des stratégies applicables immédiatement qui transforment les dynamiques de pouvoir. Souvenez-vous de cette vérité finale. Le figement révèle ce que les paroles cachent. Maintenant, vous contrôlez les deux. Utilisez ce pouvoir avec responsabilité et utilisez-le toujours.